Eh bien, nous allons commencer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point presse du ministère des Armées. Nous allons commencer avec les agendas de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Mirallès, secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire. Puis j'évoquerai les actualités du ministère des Armées. Et dans le cadre du focus thématique, je donnerai ensuite la parole au général de brigade aérienne Guillaume Thomas, commandant de la brigade aérienne des opérations, qui vous présentera la manœuvre aérienne inédite réalisée par l'armée de l'air et de l'espace pour la projection et la mobilité des forces de sécurité intérieure en Nouvelle-Calédonie. Enfin, le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées, fera un point sur les opérations militaires françaises. Donc, concernant l'agenda de Sébastien Lecornu, ce lundi, le ministre des Armées s'est entretenu par téléphone avec son homologue ukrainien, Roustem Umerov, pour faire un point d'étape sur l'aide militaire française à l'Ukraine à la suite du déplacement du chef d'état-major des armées sur les territoires ukrainiens. Mardi, le ministre était en déplacement à Berlin dans le cadre du Conseil franco-allemand de défense et de sécurité. Ce conseil était présidé par le président de la République française et le chancelier de la République fédérale d'Allemagne. Les échanges ont permis de réaffirmer la détermination des deux nations à défendre la paix et la sécurité en Europe et plus largement dans la région euro-atlantique. La France et l'Allemagne, en lien avec leurs alliés et partenaires, continueront de soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra et avec toute l'intensité nécessaire par des canaux bilatéraux et multilatéraux. Ce Conseil a également été l'occasion de faire un point d'étape sur le renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne ainsi que sur l'avancement des programmes d'armement communs. La France et l'Allemagne se félicitent des progrès importants du MGCS, avec notamment l'accord conclu le 26 avril par Sébastien Lecornu et son homologue allemand Boris Pistorius. Demain et samedi, le ministre se rendra à Singapour pour participer à la 21e édition du Shangri-La Dialogue, organisé chaque année par l'International Institute for Strategic Studies. Le Shangri-La Dialogue est une conférence portant sur la défense et la sécurité dans la zone Asie-Pacifique. Une cinquantaine de pays y sont représentés et participent à des sessions plénières entrecoupées d'entretiens bilatéraux. Le ministre des Armées prendra notamment la parole en séance plénière sur la thématique du renforcement des mécanismes de gestion de crise dans un contexte de compétition stratégique dans la région. Le ministre sera ensuite en déplacement à Rome de dimanche à lundi à l'occasion de la fête nationale italienne et de la commémoration du 80e anniversaire de la libération de Rome. Concernant l'agenda de Patricia Mirallès, demain, la secrétaire d'État s'entretiendra avec l'honorable Ginette Petitpas-Taylor, ministre des Anciens combattants et ministre associée à la Défense nationale du Canada. Samedi, Patricia Mirallès se rendra à Montpellier pour clôturer un colloque organisé par Midi Libre portant sur les 80 ans de la Libération. À ce colloque, historiens, enseignants et responsables politiques se réuniront pour débattre sur les enjeux de mémoire. Je débute les actualités du ministère avec l'annonce du lauréat du prix Clémenceau 2024, concours d'éloquence du ministère des Armées. Ce mardi, le jury présidé par Patricia Mirallès a récompensé l'aspirant Étienne Leterme. L'aspirant médecin du service de santé des armées s'est démarqué lors d'une tirade teintée d'humour et de poésie sur la citation d'André Malraux: « Si l'homme résiste à la tyrannie, il devient plus qu'un homme ». Son intervention ainsi que celle des autres finalistes sont disponibles sur YouTube si vous souhaitez revoir la séquence. Toujours dans le domaine culturel, je vous rappelle que ce soir à 20h, le gouverneur militaire de Paris organise un concert caritatif intitulé « Sentinelle d'un soir ». Il est toujours possible de s'inscrire si vous souhaitez y assister. C'est un concert inédit qui réunit pour la première fois les formations musicales militaires de l'armée de terre et de la gendarmerie nationale avec des artistes français de renom. Parmi eux, nous avons Florent Pagny, Nicolas Sirkis, les Frangines et Electro Deluxe. L'ensemble des dons sera reversé à l'œuvre nationale du Bleu et de France, soutenant ainsi les actions d'aide aux blessés, aux familles endeuillées des armées ainsi qu'aux pupilles de la nation et aux victimes d'actes de terroristes. Si vous souhaitez y assister, vous pouvez vous rapprocher du centre média qui vous mettra en lien avec la billetterie en ligne. Je poursuis avec plusieurs événements qui se tiendront ce week-end à l'occasion du passage de la flamme
olympique à l'École nationale des sous-officiers d'active à Saint-Mexant-l'École. D'abord, le samedi 1er juin, le général d'armée Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre, inaugurera la réouverture du musée du sous-officier après d'importants travaux qui ont été réalisés. Le dimanche 2 juin, à 10h, l'ENSOA donnera le départ de la Gladius Race, une course à obstacles proposant 3 parcours dans le cadre du Challenge Terre-Jeunesse. Cette course vise à réunir des élèves et étudiants autour des valeurs du sport, du dépassement de soi et de la cohésion. Et pendant la course, la patrouille de France assurera un défilé aérien avant d'accueillir le convoi olympique à partir de 13h. Enfin, la flamme olympique portée par l'adjudant-chef Yann Morage, ancien sportif de haut niveau de la défense et moniteur des sports depuis plus de 25 ans, partira à l'ENSOA à 14h. Et j'invite les médias qui sont intéressés à se rapprocher du Serpataire. Cette semaine marque le début de l'expérimentation d'un nouveau format d'engagement dans l'armée de terre. On en a déjà parlé ici. Ce lundi a commencé donc la formation des volontaires découvertes de l'armée de terre que l'on appelle les VEDAT. Ce dispositif est une première. Il s'agit de contrats courts de 4 mois durant lesquels 120 jeunes sont acculturés au monde militaire. Ils sont d'abord formés au 35e régiment d'infanterie de Belfort où leur seront présentées l'armée de terre et ses missions. Et les jeunes suivront ensuite une formation générale initiale et participeront à des entraînements au sein d'une unité dans laquelle ils seront incorporés. Parmi les missions qui seront confiées à cet été, les volontaires participeront à la sécurisation de sites militaires et à des cérémonies officielles. Enfin, ils pourront renforcer la mission Sentinelle. Je conclus les actualités avec la fin de la traversée du patrouilleur outre-mer Terrirou à Terrirou-Itiraï vers son port d'attache. Jeudi 23 mai, le 2e patrouilleur outre-mer a accosté à Papeete après plus de 2 mois passés en haute mer. À cet effet, la base navale de Papeete est en cours de modernisation avec la construction d'un nouveau quai pour l'accueillir ainsi que son sister ship. Il fait partie des 6 POM prévus dans le cadre de la loi de programmation 2019-2025 afin de remplacer les patrouilleurs de type P400. Le développement des POM constitue l'une des priorités de la LPM dans le cadre du renouvellement capacitaire des forces outre-mer. Ces bâtiments seront déployés afin de protéger les intérêts français et la souveraineté nationale au sein de la zone économique exclusive française dans un contexte de menaces croissantes. À l'issue de ce déploiement, longue durée et aux dernières vérifications de ses capacités militaires à venir, le Terrirou à Terrirou-Itiraï assurera la lutte contre les activités illicites en mer et il concourra à la préservation des ressources marines dans la zone économique exclusive polynésienne. Je passe au focus thématique et avant de céder la parole au général Thomas, je souhaiterais souligner la contribution exceptionnelle de l'armée de l'air et de l'espace à l'appui des forces de sécurité intérieure en Nouvelle-Calédonie. Face à la dégradation sécuritaire à Nouméa et à la demande du président de la République, les armées fournissent depuis 2 semaines un appui aux forces de sécurité intérieure. Et dans ce cadre, l'armée de l'air et de l'espace a mis en place un véritable pont aérien d'une envergure inédite entre l'Hexagone et le territoire calédonien, tous deux séparés de près de 17 000 km. À ce jour, plus de 20 vols militaires intercontinentaux d'une durée minimale de 21 heures ont été réalisés pour apporter un soutien logistique et sanitaire. Cette manœuvre aérienne a permis d'acheminer des renforts de policiers, de gendarmes et de matériel depuis l'Hexagone. Pour entrer davantage dans le détail, je cède sans plus tarder la parole au général Thomas, commandant de la brigade aérienne des opérations. Général, c'est à vous. Je vous remercie, Madame la directrice. Effectivement, au titre de mes fonctions au sein du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, je suis en charge de l'ensemble des opérations conventionnelles menées par l'armée de l'air et de l'espace sur les différents théâtres d'opération et autres missions qui nous sont confiées. C'est donc à ce titre que j'ai été en charge de la mise en place de ce pont aérien, comme vous l'avez souligné, entre l'Hexagone et la Nouvelle-Calédonie. Alors, ce pont aérien était une manœuvre logistique, mais au-delà d'être une manœuvre logistique, c'était vraiment une opération aérienne
exceptionnel à différents titres. Slide, s'il vous plaît. Exceptionnel par sa réactivité. Il nous a fallu réagir dans l'urgence, sous très court préavis, pour être en mesure de déployer en Nouvelle-Calédonie, depuis le territoire métropolitain, les renforts des forces de sécurité intérieure. La crise a débuté le lundi 13 mai. Dès le mercredi, nous avons pu déployer des forces de sécurité intérieure avec un A330 MRTT qui a décollé de Istres pour rejoindre la Nouvelle-Calédonie en 21 heures. Donc une réactivité extrême qui a caractérisé ce pont aérien. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes habitués à déployer des aéronefs partout dans le monde. Nous avons des missions, je dirais, quotidiennes que nous planifions, que nous étudions finement. Là, ce qui est exceptionnel, je dirais, c'est le préavis et la nécessité de se projeter très loin, très vite, dans des conditions qui étaient, je dirais, un petit peu inhabituelles par rapport à ce que nous faisons quotidiennement. Donc, réactivité de ce pont aérien, son allonge, vous l'avez souligné, hein, il a fallu nous projeter à 19 000 km du territoire métropolitain pour rejoindre la Nouvelle-Calédonie. L'armée de l'air et de l'espace a régulièrement été confrontée dans ses missions à la mise en place de ponts aériens. C'est la première fois qu'on est confronté à un pont aérien sur une allonge aussi importante. Avec un rythme très soutenu, il a fallu vraiment, l'objectif c'était vraiment de répondre à l'urgence le plus vite possible en concentrant un très grand nombre de moyens et notamment de vecteurs aériens, j'y reviendrai tout à l'heure. Notre rythme au plus fort de l'engagement était de 2 rotations quotidiennes qui quittaient 2 aéronefs qui quittaient chaque jour la métropole pour partir vers la Nouvelle-Calédonie, avec une très grande diversité de fret et de matériel à acheminer. Non seulement, ça a été évoqué, l'ensemble des renforts des forces de sécurité intérieure avec leur matériel, des renforts militaires également, des hélicoptères lourds et légers. Vous avez comme illustration l'embarquement d'un Fennec de la gendarmerie nationale à bord d'un A400M, des médicaments, des véhicules, des vivres également pour appuyer la population néo-calédonienne. Avec des conditions logistiques à l'arrivée sur Nouméa qui étaient contraintes, hein, notamment en termes de disponibilité des stocks de carburant, ce qui nous a obligés, j'y reviendrai tout à l'heure, à articuler finalement nos différentes rotations. Il ne s'agissait pas, bien entendu, avec l'intensité de l'arrivée des aéronefs sur place, de vider les stocks de carburant, et il fallait gérer cela finement, en lien, bien entendu, avec les forces armées en Nouvelle-Calédonie, avec les FANC. Les contraintes de parking que nous devions gérer également, voilà. Il ne s'agit pas de partir bille en tête vers la Nouvelle-Calédonie et se retrouver confronté à des problèmes de stationnement sur place et rendre la manœuvre logistique sur place impossible. Donc tout cela a été préparé très finement et encore une fois, j'insiste là-dessus, avec une réactivité extrême. C'est ça vraiment qui fait le caractère exceptionnel de ce pont aérien, de cette opération aérienne. Un préavis très court, une projection très longue, à un rythme très, très soutenu. Slide, s'il vous plaît. Vous voyez un petit peu le bilan sur cette infographie à la date d'hier. On peut même rajouter 2 rotations qui ont décollé cette nuit pour la Nouvelle-Calédonie. Donc, à la date d'hier, nous y étions sur 24 rotations en 12 jours. Comme je le disais, 2 rotations quotidiennes en moyenne, qui a mobilisé notre flotte d'A330 MRTT. Environ la moitié de la flotte a été mobilisée. Ils ont effectué 16 rotations, des rotations qui faisaient 21 heures entre le départ de l'Hexagone et l'arrivée en Nouvelle-Calédonie. Rotations qui ont également mobilisé nos aéronefs A400M. Un tiers de la flotte environ a été mobilisé pour effectuer à ce jour 8 rotations et une 9e qui est en cours. Quelques chiffres, hein, un peu moins de 1800 passagers transportés et plus de 200 tonnes de fret.
Nous avons dû gérer finement les points d'appui, là aussi pour éviter de saturer les différentes escales. Nous avons utilisé principalement les aéroports de Vancouver, de Honolulu pour arriver en Nouvelle-Calédonie. Ce qui était important de souligner, c'est pour avoir cette réactivité, nous avons mis en place des équipages, nous avons prépositionné des équipages sur chacune de ces escales qui permettaient, dès que l'avion se posait, de minimiser le temps d'escale et de repartir le plus rapidement possible, et donc se projeter le plus rapidement possible en Nouvelle-Calédonie et apporter les renforts nécessaires sur place. Comme je le disais tout à l'heure, les conditions sur place ne nous permettaient pas de refaire le plein des aéronefs. Il s'agissait également de minimiser notre temps de présence sur place. Nous ne pouvions pas laisser les aéronefs sur place en raison des contraintes de parking. C'est pour ça que nous faisions ensuite, pour la boucle retour, une escale à Brisbane, en Australie, qui nous permettait, avec là aussi le prépositionnement d'équipage, de refueler les aéronefs et de repartir, sur la boucle retour vers la métropole. Ce qui nous fait quand même près d'1 million de kilomètres qui ont été parcourus par nos aéronefs, 24 fois le tour du monde, ce qui est assez significatif et je pense inédit dans les différentes missions de ce type que nous avons pu mener jusqu'à présent. Nous avons également positionné un A400M sur place qui, lui, est resté, qui a permis d'appuyer l'effort logistique des forces armées en Nouvelle-Calédonie en effectuant différents types de missions, dont du refueling, de recompléter les stocks de carburant sur l'aéroport de la Tontouta, des évacuations de ressortissants vers d'autres îles dans la région, à la demande des autorités de ces pays, des missions également sur Tahiti vers la Polynésie pour ramener des Polynésiens vers leur île et en sens inverse, ramener des ressortissants, des habitants de Nouvelle-Calédonie qui souhaitaient retourner sur leur île alors qu'ils étaient à Tahiti. Un panel de ces missions. Donc nous avons un A400M là-bas déployé pour ces missions. Missions également qui ont été des missions qui ont été réalisées localement par les CASA prépositionnés sur place, puisque nous avons 2 CASA qui sont en permanence stationnés en Nouvelle-Calédonie. Slide suivante. Alors, quels sont les éléments qui ont permis, je dirais, de contribuer à la réussite de ce pont aérien, et en tout cas à permettre de répondre dans l'urgence aux besoins, sont tout d'abord, je dirais en premier lieu, la mobilisation de nos bases aériennes. On a coutume de dire que les bases aériennes de l'armée de l'air et de l'espace sont notre outil de combat permanent. Elles l'ont encore illustré à travers cette séquence. En particulier la base aérienne 125 d'Istres. Il y a à peine 15 jours, le hub des armées venait juste d'être inauguré. Il a confirmé toute sa pertinence et toute sa pleine capacité opérationnelle, puisqu'il a été, c'est à partir d'Istres que tous les renforts de sécurité intérieure, tous les renforts militaires ont convergé pour embarquer à bord de nos MRTT et rejoindre la Nouvelle-Calédonie. Donc une base aérienne 125 d'Istres pleinement mobilisée, tout comme elle a bien entendu la base aérienne 186 située à Nouméa, à la Tontouta, qui était véritablement au cœur du dispositif, en tout cas à l'arrivée sur la Nouvelle-Calédonie, et qui a permis de gérer en lien très étroit avec nous, avec les différents niveaux de commandement, l'arrivée pour s'assurer que nos avions, lorsqu'ils arrivaient sur place, on était bien en capacité de les accueillir, de débarquer les passagers, de les faire transiter et ensuite de faire repartir nos aéronefs. Donc une base aérienne 186 avec pleinement mobilisée dans cet effort. La base aérienne d'Orléans également, qui est la base mère de nos avions A400M Atlas. Et c'est à partir de cette base d'Orléans que sont partis les A400M.
Nous avons également déployé une centaine d'aviateurs. J'évoquais tout à l'heure les escales à Hawaï et Vancouver. Là aussi, ces escales-là ont été pleinement mobilisées. Nous avons pu bénéficier à Honolulu également de l'appui de nos partenaires américains qui nous ont accueillis sur leur parking militaire. Nous avons, pour les appuyer dans cette manœuvre, encore une fois inédite, avec un rythme très soutenu, nous avons déployé des aviateurs pour les assister. Autre facteur important de réussite, je crois que ce pont aérien, par son ampleur, n'aurait pas été possible sans les aéronefs que nous avons désormais en dotation au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Et l'A400M Atlas et le MRTT, le Phoenix, sont de véritables game changers pour nous. Nous avons, dès le début de la crise, planifié l'envoi d'un hélicoptère en renfort. Il nous a fallu 40 heures, une quarantaine d'heures entre le décollage du territoire métropolitain et l'arrivée en Nouvelle-Calédonie. Hélicoptère Puma qui a été chargé à bord d'un A400M Atlas. Donc en une quarantaine d'heures, il est arrivé en Nouvelle-Calédonie, là où un Transal, la génération précédente, aurait mis 2 semaines. Donc on mesure l'écart qui sépare ces générations d'aviateurs. Et de la même manière, hein, la 330 MRTT, en 21 heures, on était capable de projeter nos renforts sur place. Donc ce sont des aéronefs qui sont véritablement des game changers, qui changent véritablement la donne pour nous, qui raccourcissent les distances et qui nous rapprochent de nos territoires les plus éloignés. Et ça a été vraiment fondamental dans cette mission. Aéronefs, oui, mais aussi les équipages qui étaient mobilisés. J'ai évoqué la mise en place des équipages sur différentes escales. Là aussi, il y a une mobilisation, une implication sans précédent de nos équipages pour permettre d'être au rendez-vous. Je parlais tout à l'heure des hélicoptères. Nous avons acheminé 4 hélicoptères sur place, soit un hélicoptère de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de l'espace, et également des hélicoptères de la gendarmerie nationale. Suivant. Nous avons pu compter aussi sur la permanence de nos centres de commandement. Les opérations aériennes, elles étaient commandées par le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, le général Rateau, sous l'autorité bien entendu du chef d'état-major des armées et de son centre d'opération stratégique, le CPCO, Centre de planification et de conduite des opérations. Au niveau de l'armée de l'air, nous avons pu nous appuyer sur nos structures permanentes situées à Lyon, sur la base aérienne de Montverdun, mais également sur le commandement européen du transport aérien, le ATC, qui est situé à Eindhoven et qui permet de mutualiser les moyens de nombreuses nations européennes et d'optimiser l'utilisation de ces aéronefs. Donc la permanence des structures de commandement a joué un rôle clé dans la réactivité et dans notre capacité à nous projeter. Enfin, dernier facteur qui a permis cette réussite dans les délais, c'est aussi notre expérience, l'expérience des armées françaises dans la zone Pacifique, expérience qui est acquise à travers des déploiements réguliers. S'agissant de l'armée de l'air et de l'espace, je citerai les déploiements Pégase que nous effectuons régulièrement chaque année dans la région et qui nous permettent de connaître les points d'appui. Vancouver, Honolulu, ce sont des points d'appui que nous avions l'habitude de pratiquer. L'Australie également, Brisbane. Nous n'avons pas tout découvert. Alors certes, nous les pratiquions avec une intensité un petit peu moindre en termes d'activité, mais voilà, nous les connaissions et nous avions cette présence dans le Pacifique. Elle nous a permis également de tisser des liens avec de nombreux partenaires. J'évoquais tout à l'heure notre partenaire américain. Voilà, tous ces liens nous ont permis de rendre finalement cette manœuvre très fluide et de pouvoir discuter des problématiques, parce qu'il y a toujours des problématiques techniques. Il y a toujours, rien ne se passe jamais comme la planification l'a envisagé. Il y a toujours des
des points en conduite à régler qui peuvent parfois être dimensionnants. Mais tout ça s'est passé, je dirais, d'une manière très fluide, avec une très grande réactivité, encore une fois. Et je pense que voilà, les armées françaises ont montré qu'elles étaient en mesure de répondre à une urgence inédite et avec une très grande réactivité. Frédéric Lerth, Aérobuzz, j'ai juste une quinzaine de questions pour le général, mais on va essayer de synthétiser. Une quinzaine. Moi, j'ai le temps. Bon, c'est très bien. Vous n'avez pas du tout évoqué la question des affrètements. Est-ce que des avions ont été affrétés en dehors de l'armée de l'air? Et puis, corollaire, est-ce que vous avez une participation directe d'avions d'autres pays membres de l'EATC? Alors, ça, c'est le premier volet. Et puis après, je voudrais évoquer l'aspect humain, mais je vous laisse répondre déjà peut-être sur cet aspect. S'agissant de l'affrètement, donc toute cette opération, toute cette manœuvre logistique, elle était conduite en lien très étroit avec le CSOA, le commandement du soutien aux opérations et aux acheminements, qui était chargé justement de voir quels étaient les meilleurs moyens pour acheminer tous ces renforts, tous ces matériels sur place. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'affrètement ne permettait pas de répondre à l'urgence. Donc les moyens patrimoniaux étaient les mieux adaptés, et c'est ce que nous avons démontré pour répondre à cette urgence, encore une fois en lien avec le CSOA. Une fois que la manœuvre s'est stabilisée, je dirais, et on regardait un petit peu plus loin devant, le CSOA a effectivement envisagé l'utilisation de moyens affrétés. Et en clair, ça a été envisagé, mais ça n'a pas été fait. Il n'y a pas eu d'Antonov qui a participé à l'envoi de blindés. Je vais juste compléter ce que vient de dire le général Thomas. Effectivement, pour répondre à l'urgence, c'est-à-dire dès le mercredi matin, dès qu'en fait les premières unités des forces de sécurité intérieures ont rallié le hub des armées, la base aérienne 125 à Istres, là c'était les armées. Alors, après, typiquement, le ministère de l'Intérieur a aussi contracter en tout cas affréter des voies aériennes civiles aussi pour le transport de passagers. Donc c'est arrivé dans un deuxième temps, en fait, 2 jours après. D'accord. Oui. Oui. S'agissant des moyens étrangers, alors, nous n'avons pas utilisé d'aéronefs étrangers dans le cadre de ce pont aérien. En revanche, les moyens de nos alliés européens au sein de l'EATC nous ont permis de pouvoir pallier certaines missions que nous aurions dû annuler sinon. Parce que vous imaginez, nous avions une planification, nous avions des exercices, notamment au Portugal pour l'armée de l'air et de l'espace, qui nécessitaient la projection de moyens. Les moyens qui devaient être utilisés ont été mobilisés pour la situation en Nouvelle-Calédonie. Et en revanche, nos alliés ont pu nous remplacer sur ces projections d'exercice, par exemple. Vous confirmez qu'il n'y a pas eu d'Antonov alors pour transporter des véhicules blindés, tout est passé par A400? Et puis vous avez évoqué il y a eu un Antonov qui a été affrété pour déployer 2 hélicoptères. Nous allons passer maintenant au point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Pierre Godillère. Merci Madame la Directrice, merci mon général. Je commence assez naturellement en prolongeant ce qui vient d'être dit sur le pont aérien pour réagir à la situation en Nouvelle-Calédonie et rappeler que tout ce qui se fait en Nouvelle-Calédonie depuis 2 semaines est le résultat, bien sûr, d'une décision au plus haut niveau et aussi le fruit d'un dialogue civilo-militaire entre le ministère des Armées et le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer et en fait localement entre les forces armées en Nouvelle-Calédonie et le Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie. Et dans ce cadre, au-delà des transports depuis l'Hexagone vers la Nouvelle-Calédonie dont on vient de parler, les armées sont sollicitées sur place, sur réquisition ou demande de concours de la part du haut-commissaire, pour apporter un soutien technique aux forces de sécurité intérieure. On peut aussi parler du transport aérien sur l'île et vers les îles de Nouvelle-Calédonie ou les îles de la région.
et également du domaine sanitaire, avec l'envoi de personnes du service de santé des armées et de l'aide au niveau sanitaire sur l'île. Et puis, une démarche globale de protection, alors des emprises militaires évidemment, et de sites essentiels, là aussi, sur demande et sur réquisition de la part du Haut-Commissariat, et essentiellement, en fait, les zones portuaires et aéroportuaires. Et ce que je vous rappelle aussi, c'est que le cadre d'emploi des armées en Nouvelle-Calédonie, il est tout à fait délimité et cadré. Les armées ne font pas de maintien de l'ordre, elles ne se substituent pas aux missions des forces de sécurité intérieure, police et gendarmerie. Je vais vous donner quelques exemples. La mobilité interne, par exemple, à l'intérieur de l'île des forces de sécurité intérieure. Il y a des hélicoptères dont on vient de parler. Il y a aussi, et donc pour aller dans des zones difficiles d'accès et rapidement, eh bien, ces hélicoptères des armées et de la gendarmerie sont utilisés. Il y a aussi deux CASA, donc des avions de transport tactiques qui permettent de faire des navettes et de manière extrêmement réactive également. Donc soit déplacer les forces de sécurité intérieure, soit faire des missions logistiques qui apportent à la population des moyens de première nécessité. Et ça, depuis le début de la situation, depuis les 2 semaines, j'ai des exemples de médicaments, des transports aussi d'oxygène au profit de structures médicales. Ces transports d'oxygène se sont faits par bateau, des rations alimentaires, le cas échéant, dans des lieux inaccessibles, soit par la route, et donc d'où l'emploi des moyens navals et aériens. Et puis des actions de soutien médical plus spécifiques vers des îles éloignées, comme les îles Loyauté ou Wallis. Et localement, pour vous donner un chiffre, on en est à plus d'une centaine d'heures de vol réalisées. Je vais aussi prendre un autre chiffre. Et plus de... Je vais vous donner sur le fret, plus d'une centaine de tonnes de fret déployées localement. Voilà. Et je suis prêt à répondre à vos questions sur le sujet après le tour des autres opérations des armées, à commencer par le flanc est de l'Europe. Voilà. De la Baltique à la mer Noire, les armées françaises s'engagent au quotidien, aux côtés de leurs alliés, au profit de la défense collective et de la posture de réassurance de l'Alliance. Ainsi, le 20 mai, tandis que le patrouilleur de haute mer, le PHM, commandant Blaison, poursuivait sa patrouille en mer Baltique en liaison avec le patrouilleur lituanien Viescité, les éléments génie du sous-groupement tactique interarmes Lynx ont participé à un exercice de franchissement aux côtés du 4th Field Squadron Royal Engineers, et les sections génie britanniques et françaises ont ainsi mis en place des moyens de franchissement d'une vaste étendue d'eau, confirmant ainsi la capacité des moyens britanniques à pouvoir traverser sur des moyens français. Donc une démonstration d'interopérabilité de nos moyens génie. Par ailleurs, en Roumanie, le détachement Aigle a mené l'exercice Dacian Strike sur les bases militaires de Smardan et de Capoumidia du 26 au 28 mai. Sur le site de Smardam, ce sont les lance-roquettes roumains qui ont engagé l'objectif avant sa neutralisation par les avions et les hélicoptères. Par la suite, les artilleurs français et roumains ont pris le relais avec leurs canons de 155, avant que l'infanterie mécanisée roumaine et polonaise ne mène l'assaut. Là aussi, une démonstration de coopération extrêmement intégrée et complexe. Et finalement, en Roumanie, un détachement de 13 marins issus de la flottille de lutte contre les mines se déploie afin de participer à l'exercice de guerre des mines Dacia 24 en Roumanie, donc. Et c'est orienté sur la mise en œuvre de systèmes de guerre des mines, et un exercice qui rassemble à la fois des militaires et des industriels autour de 8 nations. En Atlantique Nord, le 22 mai, le PHA, le porte-hélicoptère amphibie Mistral, a quitté Toulon avec à son bord le groupement tactique embarqué donc de l'armée de terre, constitué de détachements de la 9e brigade d'infanterie de marine et de la 6e brigade légère blindée, ainsi que de la 4e brigade d'aérocombat.
Au groupement de l'armée de terre s'ajoute un détachement de la flottille amphibie, un détachement drone de la flottille 36F, ainsi qu'une section de fusiliers marins. Et tout ce dispositif rejoint l'Atlantique pour plusieurs semaines de mission qui l'emmèneront jusqu'à la Baltique, où il participera à l'exercice Baltops 24. Et nous reviendrons dans quelques semaines sur cet exercice. D'ici là, après avoir mené un exercice de recherche et de sauvetage au large des côtes espagnoles, le PHA a mis le cap sur Quiberon pour entamer une série d'exercices interarmés avec, en coopération, le groupe amphibie espagnol du porte-aéronef Juan Carlos. Au Portugal, mon général, vous en parliez, depuis le 22 mai, 190 aviateurs de l'armée de l'air et de l'espace participent à l'exercice Real Thor 24, qui est organisé par l'armée de l'air portugaise. Il est organisé sur la base aérienne de Beja, et donc au Portugal, et accueille de nombreux moyens aériens interalliés, dont un détachement français composé de 5 Mirage 2000D et d'un AWACS français, un E3F. Cet exercice de perfectionnement permet aux équipages chasse et aux équipages d'AWACS, donc les pilotes, mais aussi tout l'équipage de contrôleurs aériens, de défense aérienne, ainsi qu'aux unités des commandos parachutistes de l'air, d'assurer une continuité de formation dans un environnement interallié, au plus près des conditions d'un engagement réaliste et particulièrement complexe. Enfin, fin de la mission Aquila du groupe aéronaval. Avant de vous projeter le film, je vous rappelle qu'il est parti de Toulon le 22 avril, qu'il a accosté à Toulon après 35 jours de déploiement dans le cadre de la mission globale qui s'appelait Aquila. Et vous rappelez que cette mission a commencé par une activité de l'OTAN qui s'appelait Neptune Strike et dans lequel l'ensemble du groupe aéronaval était intégré. Ensuite, du 16 au 23 mai, le groupe aéronaval a participé à l'exercice italien de haute intensité Mare Aperto 24, au sein duquel était introduit cette année la phase Polaris portée par la Marine nationale. Et Aquila était également la première mission opérationnelle à laquelle participait le bâtiment ravitailleur des forces Jacques Chevalier, qui a ravitaillé 35 bâtiments français et alliés, une mission qui a enfin permis de réaliser plusieurs expérimentations en matière de soutien logistique à la mer, avec pour objectif de maintenir un haut niveau d'interopérabilité avec les forces de l'OTAN et de se préparer à un engagement naval de haute intensité avec nos alliés. Je vous propose de regarder le film. Voilà, on bascule en mer Rouge, où, depuis son arrivée le 19 mai, une frégate française effectue des accompagnements de navires de commerce au profit de l'opération européenne Aspides. La frégate a par ailleurs escorté le vraquier l'Axe, qui a subi le 28 mai une attaque en mer Rouge. Donc. Et par la suite, une équipe de démineurs issue des forces françaises stationnées à Djibouti, aux côtés d'une équipe italienne, sont partis contrôler le navire en fait, et les dégâts pour écarter toute menace supplémentaire. Pour le détachement chasse de la base aérienne projetée au Levant, le 25 mai, 2 Rafales ont effectué une mission d'entraînement avec les JTAC, donc les contrôleurs avancés, les Joint Terminal Attack Controllers, français et irakiens. Les 2 avions de chasse ont suivi un scénario d'appui au profit de troupes au sol qui subissaient une attaque simulée. Et dans ce cadre, les équipages de Rafale et les JTAC ont simulé l'utilisation des procédures nécessaires pour mener une mission d'appui-feu, Close Air Support. Ce vol appartient aux activités dont on parle souvent ici, qui s'appellent les Partner Nation Integration et qui permet des échanges privilégiés entre les militaires irakiens et français sur les procédures tactiques à haute valeur ajoutée.
On revient du côté de la Méditerranée avec de l'aide à la population civile de Gaza, où la France participe aux côtés de ses partenaires à une opération maritime internationale visant à acheminer du fret humanitaire depuis l'île de Chypre, au centre de coordination logistique multinationale, jusqu'à Gaza. Et à ce titre, le bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain, le BSAM Loire, qui est déployé, je vous rappelle, on en avait parlé depuis le 17 mai, ce BSAM a effectué 4 livraisons pour un total de plus de 460 tonnes de fret humanitaire, près de 500 tonnes de fret humanitaire, au profit de la population gazaoui, malgré des conditions météorologiques difficiles. Pour la mission Daman, le 23 mai, un détachement de l'escadron, donc au Liban, de l'escadron de reconnaissance de la Force Commander Reserve de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL. Donc ce détachement a été accueilli par le bataillon italien et ces missions qui permettent à la FCR de se familiariser avec l'ensemble de sa zone d'action. Tandis que les équipes françaises ont échangé avec les Italiens sur le type de moyens qu'ils utilisaient, des véhicules, de l'armement, des matériels de transmission et de secourisme. Leurs chefs de détachement se sont concentrés sur les procédures conjointes qui leur permettraient d'agir et d'intervenir ensemble face à la situation rencontrée. L'accueil organisé par le contingent italien et le professionnalisme des échanges ont fait de cette séquence un temps privilégié pour élever le niveau de coopération au sein de la FINUL, qui rassemble plus de 12 000 hommes, je vous rappelle, au Liban. En Afrique, dans le golfe de Guinée, après une escale à Luanda du 17 au 21 mai, le patrouilleur de haute mer commandant Biro a appareillé en direction de Pointe-Noire afin de prendre part à la première phase de l'exercice Megalops 24, un exercice qui est organisé par les éléments français au Gabon avec les pays du sud du golfe de Guinée et qui vise à s'exercer à la lutte contre les trafics illicites et à la piraterie dans la zone. Par la suite, les 21 et 22 mai, le PHM commandant Biro s'est porté au secours, cette fois-ci réel, de 7 pêcheurs à la dérive dans leur embarcation depuis une dizaine de jours au large de l'Angola. Au cours d'un vol de drone, l'équipage du PHM commandant Biro a repéré la pirogue à détresse et en fait, cette embarcation a été ensuite remorquée par le patrouilleur français avant d'être remise à une vedette angolaise dépêchée sur zone. On passe en Indo-Pacifique. D'abord en Inde, où du 13 au 27 mai, un détachement de 93 soldats français s'est rendu en Inde pour la 7e édition de l'exercice Shakti. Il s'agit d'un rendez-vous bisannuel majeur du partenariat stratégique avec l'Inde, dont la première édition a eu lieu en 2011. Cet exercice permet de développer l'interopérabilité entre les deux partenaires en vue de contribuer ensemble à la stabilité régionale. Shakti 2024 témoigne d'un dynamisme particulièrement soutenu de ce partenariat stratégique avec l'Inde qui s'exprime aussi au travers de coopération avec les autres armées. Et c'est une participation de la 6e brigade légère blindée pour l'armée de terre. Pour les forces armées en Polynésie française, le déploiement de la FREM Bretagne en Indo-Pacifique se poursuit. Après son entrée le 17 mai dans la zone Indo-Pacifique, la FREM Bretagne, en escale à Jakarta du 20 au 24 mai, a mené des actions de coopération avec l'Indonésie. Elle a ainsi procédé à un exercice de navigation conjointe avec le patrouilleur Krigolok de la marine indonésienne, une séquence qui s'inscrit dans l'ambition de renforcement de partenariat entre les deux marines, engagées pour un espace Indo-Pacifique libre et ouvert. Toujours dans la zone de responsabilité des forces armées en Polynésie française, une coopération opérationnelle d'envergure au travers de l'exercice Marara 2024 du 27 mai au 8 juin. Ce dernier exercice est un exercice de niveau international qui réunit cette année 13 nations partenaires du Pacifique et un exercice qui se déroule tous les 2 ans. Il a pour thème la réponse à une grave crise humanitaire. Le soutien sanitaire en conditions extrêmes est un des domaines qui sera particulièrement travaillé lors de cette édition avec l'organisation d'un séminaire médical.
Enfin, dans la zone des Amériques, nous continuons de suivre la mission Jeanne d'Arc avec le groupe Jeanne d'Arc qui est arrivé fin mai en escale à Callao, au Pérou, après un entraînement mené avec 2 frégates et 2 sous-marins de la marine péruvienne. Le groupe tactique embarqué de l'armée de terre a quant à lui mené des exercices sur la base de l'infanterie de marine péruvienne à Ancón, renforçant ainsi la coopération militaire avec le partenaire chilien. Le groupe Jeanne d'Arc a désormais repris son transit vers le canal de Panama. Pour les forces armées en Guyane, pendant plus de 2 semaines, 130 militaires ont été engagés dans une vaste opération de lutte contre l'orpaillage illégal qui s'appelle l'opération Kobe et qui s'est déroulée au cœur du bassin du Maroni, dans l'ouest guyanais. L'action des forces armées en Guyane en appui des gendarmes a notamment permis de saisir et de détruire 9 chantiers alluvionnaires, 2 kilos de mercure, 6 quads, 9 armes et 24 moteurs. Le total de ces avoirs qui ont été détruits est estimé à 1 500 000 €, illustrant l'efficacité de l'engagement constant des militaires dans la lutte contre les activités illicites dans la région. Et également ce thème de lutte contre les activités illicites, mais cette fois-ci dans la zone des forces armées aux Antilles, où le mercredi 15 mai 2024, la frégate de surveillance Ventose a réalisé une saisie de près de 2,5 tonnes de cocaïne sur un navire en Atlantique à 820 nautiques au nord-est de la Martinique. Après une phase de relocalisation par son hélicoptère embarqué Panther, l'équipage de la frégate de surveillance a procédé à l'arraisonnement du navire et à la saisie de 81 ballots de cocaïne. Les membres d'équipage de leur cargaison ont été remis en mer aux autorités vénézuéliennes. Cette 7e saisie de l'année 2024 porte le bilan des FAA à plus de 12 tonnes de produits stupéfiants retirés des réseaux de distribution. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, non pas jeudi, mais mardi 4 juin. Ici en salle Koenig. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.